Bonjour, je suis Thomas Ozinski, bienvenue dans cette vidéo qui est en lien avec l'introduction aux revues systématiques. Nous allons aborder dans cette vidéo l'analyse qualitative des données fournies par une revue systématique, car comme toute étude de recherche, il est possible d'interpréter les résultats d'une revue systématique en analysant les qualités des données dedans. Cette vidéo est complémentaire d'une autre vidéo que je ferai sur l'analyse quantitative des données de la recherche en utilisant l'outil de l'analyse séquentielle d'essai. Là, dans cette vidéo qualitative, nous allons nous intéresser à l'outil de la Cochrane GRAD. Je tiens à préciser que cette vidéo dure une demi-heure d'introduction à l'outil. Il est possible d'aller chercher plus d'informations sur cet outil-là en regardant les vidéos de la collection Cochrane dédiées à l'interprétation du GRAD. Dans la vidéo, vous trouverez des informations sur pourquoi faire une analyse qualitative des revues systématiques, des données des revues systématiques. On ne va pas aller sur l'analyse méthodologique des revues. Et ensuite, je présente les différents items de l'outil GRAD, comment l'interpréter, comment coter, pour pouvoir soit faire dans une revue systématique, soit analyser les données d'une revue systématique. Les revues systématiques sont régulièrement décrites comme les études qui donnent le plus haut niveau de qualité des données. En effet, quand nous représentons la pyramide des évidences selon le type d'étude, on voit que en premier lieu, les études de type ou les données de type avis d'experts sont considérées comme potentiellement plus faibles en confiance parce que plus biaisé par l'expérience du praticien et parfois la difficulté d'englober un grand nombre de données. Et puis on monte vers les essais randomisés contrôlés et en fin de compte les revues systématiques qui sont considérées comme le plus haut niveau de preuve. Inconvénient, comme toute étude et donnée, elle a des faiblesses et on peut parler d'un colosse au pied d'argile parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent impacter la qualité des données fournies par une revue systématique. Pour illustrer les faiblesses potentielles d'une revue systématique, on peut se figurer la figure ici proposée par Gouet, qui était de se dire, quand on prend des météorologistes, c'est exactement ce qu'ils font, ils essayent d'agglomérer un grand nombre de données pour faire des estimations, et on peut là se dire, il y a 40% de chances d'avoir de grosses averses, mais j'ai 10% de chances de savoir de quoi je parle. C'est ce qu'on a dans les revues systématiques. Par exemple, si on prend un exemple très clinique, la revue faite par Morichon et collaborateurs en 2014 sur l'utilisation du kinesiotaping, ils mettent en évidence que le kinesiotaping est très utilisé, assez populaire, mais que les revues systématiques, la plupart du temps, sont de qualité méthodologique faible. Donc on va commencer à se poser la question, quelle confiance j'ai dans le résultat qui sert à faire la promotion du kinesiotaping. Et une donnée d'autant plus intéressante qu'ils ont fait, c'était de se dire, plus les données sont de bonne qualité, moins l'effet apparaît. Donc on voit qu'il va falloir prendre en considération la qualité des données initiales que nous mettons dans la revue systématique pour estimer la confiance que nous avons dans les résultats de la revue systématique. Donc comme dans toute étude, il y a à prendre en compte plusieurs facteurs et pas uniquement les données quantitatives qui sont fournies dans la revue systématique, et il y a besoin d'avoir un outil d'analyse de la qualité. Dans une revue systématique, la qualité des données, des évidences, donne la confiance que l'on a dans le fait que l'estimation que nous faisons du phénomène est correcte. Comme dans une étude primaire où on voit que la qualité méthodologique de l'étude fait qu'on a une confiance plus ou moins forte dans les résultats de cette étude, on a la même chose. Quand j'agglomère plusieurs études, si ces études sont de mauvaise qualité, la confiance que j'ai au final n'est pas très bonne. C'est comme quand j'écoute plusieurs ragots de personnes que je ne connais pas très bien et qui je sais que ne sont pas forcément très bien informées dans le sujet. Probablement j'ai une faible confiance dans ce qu'ils vont me proposer. Et nous avons de même dans la recommandation qu'on peut fournir après une revue de littérature, la qualité des évidences va donner la confiance qu'on aura dans l'estimation des informations de la recommandation. Quand une recommandation est basée sur des avis d'experts ou peu de choses, on a quand même peu confiance, ou plus questionnable que s'il y a des données de grande qualité en nombre, cohérentes, qui vont dans le même sens. Donc c'est de cette réflexion instinctive très simple de se dire
Qu'est-ce que je fais au quotidien quand j'ai plusieurs informations et comment j'arrive à être confiant dans une synthèse des informations que je reçois au quotidien? À partir de l'identification des facteurs qui peuvent jouer sur ce qu'on fait au quotidien, on va appliquer la même démarche pour l'analyse des données d'une revue systématique. Attention, là, ce que nous présentons, c'est un outil d'analyse des données qu'on a dans la revue systématique. Ce n'est pas un outil d'analyse de la qualité de comment est fait la revue systématique, qui est encore un autre élément potentiel de biais. C'est en partie ce qu'avait fait Maurichon et collaborateurs, qui avaient à la fois coté les données primaires et puis aussi analysé la qualité des méta-analyses. Donc là, on n'est pas sur coter la qualité des revues systématiques dans leur aspect méthodologique, donc ce qu'on pourrait faire avec l'ANSTAR 2. Là, nous sommes dans l'idée de les données qu'il y a dans la revue systématique, de quelle qualité sont-ils et comment est-ce que je peux analyser cette synthèse. 5 facteurs de cotation de la qualité des données dans la revue systématique ont été proposés. D'une, le risque de biais, c'est comment la conception des études et l'exécution des études de base peut avoir un impact sur la confiance qu'on a dans le résultat de la revue systématique. L'inconsistance ou l'hétérogénéité est le deuxième point, c'est combien les données vont dans le même sens ou est-ce qu'elles sont très disparates par rapport à notre question de recherche. Ensuite, on a en troisième point l'aspect indirect, on utilisera le néologisme indirectité sur l'aspect de savoir par rapport à ma question de recherche, les données que je trouve, combien est-ce qu'elles répondent directement à ma question de recherche ou est-ce qu'elles passent par des chemins de traverse. Nous verrons des exemples, mais par exemple, quand je veux m'intéresser à l'infarctus du myocarde et que je prends comme critère de jugement, en fin de compte, dans les études, la dysrythmie au niveau cardiaque sur un ECG, j'ai quand même un écart potentiel entre ce marqueur que je retrouve dans les études, qui est un électrocardiogramme, et mon critère primaire qui m'intéressait, qui était l'infarctus du myocarde. Donc ce côté d'indirectité. Quatrième point, l'imprécision. En effet, nous savons tous que les données d'une étude, en général, donnent des données en moyenne, et on n'a pas la même confiance entre des données qui donnent une moyenne avec un grand écart type et des études qui donnent une moyenne avec un petit écart type, qui arriverait à dire que la confiance qu'on a dans les faits est un peu plus resserrée et précise. Plus l'intervalle de confiance est grand, moins on a de certitude sur vraiment la valeur réelle du phénomène, plus il est petit, mieux c'est. Donc ça va être des choses importantes à faire. Évidemment, on prend en considération aussi les biais de publication sur lesquels nous reviendrons, parce que quand nous faisons une revue littérature, s'il y a des données qui n'ont pas été publiées, nous ne pouvons pas faire la revue en incorporant ces données-là, et donc notre résultat est potentiellement biaisé. Donc ça, on a des moyens qui ont été proposés pour essayer d'estimer ce potentiel biais. Ensuite, nous retiendrons que pour les essais randomisés contrôlés, on part de l'idée que c'est les plus hauts niveaux de preuve. Donc, comme on est en haut de la pyramide, s'il y a des problèmes, on va descendre la confiance qu'on a dans le résultat. Et pour les études observationnelles, comme c'est un peu plus bas dans la pyramide, on va voir s'il y a des facteurs qui permettent d'être un peu plus confiant et remonter dans le niveau de confiance des résultats. Avant de rentrer dans le détail des différents facteurs d'influence de la confiance dans les qualités des données, je vous présente la forme proposée par la convention Cochrane sur la présentation des résultats par rapport à une question de recherche. C'est un tableau de résumé qui présente en premier lieu, vous le voyez ici, la question de recherche avec le PICO adapté ou ses variations. Pour comprendre, là, c'était des données sur l'auto-prise en charge des patients qui souffrent d'une BPCO. Et on regardait la population, ceux qui ont une BPCO, on vérifie que ça soit à domicile, l'auto-intervention contre une intervention standard où ils sont pris en charge régulièrement par différents professionnels de santé. Et comment nous résumons? Une ligne par critères de jugement, comme dans une étude primaire où ce serait une ligne par sujet, là, nos sujets d'intérêt, ce sont les critères de jugement, donc une ligne par sujet, et une colonne par variable. Première chose, du coup, on indique le critère de jugement, on indique l'intervalle de risque de chaque intervention, puis la taille de l'effet et son intervalle de confiance, le nombre de sujets dans l'étude,
La confiance au final dans la qualité des évidences, le terme grade, dont nous reparlerons, qu'on voit qui est coté sur 4 points, entre très faible confiance et bonne confiance, en disant très faible confiance, confiance modérée, confiance forte ou haute dans les effets rapportés dans l'étude, et après un commentaire qui justifie ce niveau de confiance. Ainsi, avec la lecture de ce résumé-là, on peut voir qu'on a une confiance modérée, que l'intervention seule, réalisée sur 700 patients, a un effet intéressant sur la qualité de vie évaluée par le questionnaire respiratoire de Saint-Georges, avec une qualité de vie qui est un petit peu mieux, semble-t-il, dans l'intervention à domicile, auto-rééducation, par rapport à un traitement seul. Et on voit un commentaire sur disant voilà, ce score plus faible indique une meilleure qualité de vie, et un changement de moins de 4 points est montré comme pas forcément potentiellement intéressant. Donc on se dit on a une confiance forte sur une confiance modérée sur le fait qu'on a une intervention qui est plus efficace, mais que malgré ça l'efficacité est en deçà de ce qui peut être jugé comme potentiellement important pour le patient. Donc comme ça on a toutes les données clés en main pour réfléchir sur nos choix d'intervention. Maintenant, passons à l'analyse des différents facteurs potentiels de biais. Nous allons commencer par les biais intrinsèques qualité méthodologique des études primaires. On a vu que si on construit notre château de cartes sur des cartes branque-ballantes avec de mauvaise qualité, on aura moins confiance dans la robustesse de notre château de cartes. Là, ce qui est conseillé par la collaboration de Cochrane, c'est d'utiliser leur outil d'analyse de risque de biais, la Risk of Bias Tool. Enfin, le Risk of Bias Tool, c'est un outil qui s'intéresse à la séquence de génération de la randomisation, comment on fait de l'allocation des patients dans tel ou tel groupe, comment on arrive à conserver l'aveuglement, est-ce qu'on fait bien une analyse en intention de traiter par rapport à une analyse en per protocole. Pour rappel, l'analyse en intention de traiter, c'est que je prends tous mes patients et j'analyse l'ensemble des patients, même si certains sont perdus de vue, j'utilise différents outils et méthodes d'analyse statistique pour remplacer les données manquantes. Et l'analyse en pair protocole, à l'inverse, je prends mon échantillon et puis si j'en perds, je vais analyser qu'un plus petit échantillon. L'inconvénient du pair protocole, c'est que ça peut avoir tendance à surestimer une efficacité parce que souvent les patients qui n'ont pas de bénéfice au traitement arrêtent le traitement et du coup on va pouvoir surestimer le traitement. Et l'inconvénient, c'est que ça ne permet pas d'analyser les facteurs d'effets secondaires qui pourraient justifier l'arrêt du traitement. Un traitement très efficace qui améliore 50% des patients mais qui en tue l'autre moitié sera évidemment jugé moins intéressant qu'un traitement qui n'améliore qu'un quart des sujets et qui laisse les 3 autres quarts sans séquelles. Donc ça, c'est important à analyser. Puis aussi la durée du suivi. On sait qu'il y a des interventions qui ont un effet à long terme. Donc on s'intéresse à ce qu'on a un suivi suffisamment conséquent. Et puis il y a des effets qui, vous le savez, quand on rentre dans l'étude, on est content, on va s'améliorer. Puis après, peut-être qu'en fin de compte, après la nouveauté passée, l'effet s'estompe et on a besoin potentiellement d'estimer plus l'effet à long terme, surtout en rééducation où on essaie de faire une intervention relativement longue de quelques semaines, en espérant qu'elle suffise pour faire que les personnes retournent à la normale et qu'elles restent en haut du plateau, ou qu'elles régressent un tout petit peu parce qu'on les a surathlétisées, mais pas que ça redescende complètement, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. On regarde aussi le risque de reporting, donc de report des données que partiel. Ça arrive que certaines études disent je vais analyser à la fois la douleur, la fonction, l'estimation, la confiance en soi et la satisfaction. Puis en fin de compte, on ait les résultats dire le patient était satisfait. On ne sait pas combien la douleur a changé, on ne sait plus combien la fonction a changé. Donc ça, on regarde aussi ces choses-là. Et puis après, on regarde d'autres facteurs, les arrêts précoces, les différents types d'études, tous ces facteurs-là qui peuvent faire qu'on a une plus faible confiance et qu'il y a plus de biais dans l'étude primaire. Nous retiendrons pour nous que le ROB, c'est par étude, je cote toutes les études, et le grade, c'est par critère de jugement. D'accord? Donc c'est deux choses très différentes. On a le critère de jugement, on a vu dans la table de synthèse du grade, et on a le ROB
Pour vos rappels, ça se présente en général comme ça. Vous avez les critères de jugement de la Risk of Bias Tool, vous avez les études, et vous notez faible risque en vert, puis risque non clair en orange, jaune, et puis haut risque de biais en rouge. Et puis on regarde du coup un petit peu pour chaque étude quels sont leurs critères de faiblesse ou de force, et puis on cote une étude comme étant à haut risque de biais à partir du moment où il y a un risque de biais haut, et puis à risque modéré s'il y a au moins un risque considéré unclear. Enfin, on dira non clair, des choses qu'on n'arrive pas à élucider puisque le reporting de l'étude n'est pas assez de bonne qualité pour bien avoir confiance dans le fait qu'elle soit à faible risque ou à haut risque de biais. Donc on retiendra bien qu'il y a deux outils différents qui sont les deux nécessaires à faire pour faire une bonne analyse de la qualité des données de la revue systématique. Pour finir sur le risk of bias, que ce n'est pas le sujet de la vidéo, nous retiendrons qu'un risque de biais est considéré faible ou incertain si le biais n'altère pas la confiance dans l'étude et que ça laisse un haut niveau de confiance. Si le biais altère la confiance, on diminue le niveau de confiance. Si un biais a l'air bizarre, on va dire qu'on va diminuer la confiance dans les résultats provenus par l'étude. Le risque va être considéré haut s'il y a un risque important ou plusieurs limites sur quelques critères. On va dans ce cas-là dégrader la confiance d'un seul niveau. Si on part d'un RCT qui a le plus haut niveau, on va dire on va descendre un petit peu. Ou si la limite importante sur plusieurs critères, on va descendre de 2 niveaux. Et évidemment, tout ceci est subjectif, il y a une subjectivité tout à fait assumée dans ces outils-là, parce qu'il y a quand même malgré tout dans une démarche d'évidence best practice les valeurs et expériences du praticien qui jouent. Donc ça, on peut toujours amener à faire qu'il y a des petites différences entre reviewers, concepteurs de revues, pardon. Mais c'est assez légitime qu'il y ait toujours ces petites incertitudes et on sera plus ou moins attentif à certains éléments. Donc c'est bien si les auteurs rapportent ça, qu'on puisse y faire attention. Et puis si vous avez votre propre expertise, vous avez aussi la capacité de lire un petit peu différemment le résultat parce que vous connaissez les études dedans et vous les avez relues et vous pouvez juger un peu plus fort ou un peu moins fort votre confiance dans les résultats. Évidemment, il n'est pas possible de le faire pour tous les domaines, parce qu'on n'a pas une expertise dans tous les domaines. Donc, il est aussi souvent utile de se rapporter à la confiance donnée par les auteurs quand ce n'est pas notre domaine de prédilection. Une fois l'analyse du risque de biais faite, nous allons regarder l'inconsistance ou l'hétérogénéité des résultats. En quoi ça consiste? C'est déjà vérifier s'il y a une variation dans la taille de l'effet. Alors je vous ai rapporté ici un extrait de la vidéo d'introduction à l'outil GRAD, toute une série de vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube faites par la collaboration de Cochrane pour présenter cet outil-là plus en détail. Vous voyez ici que l'étude de Doyce en 1996 montre un effet qui est beaucoup plus étalé et extrême que d'autres études. Donc on a besoin de se demander, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une certaine inconsistance dans ce résultat-là? Est-ce que l'intervention n'a pas été faite de la même façon, ou est-ce que ce n'est pas exactement la même population? Est-ce qu'il y a des critères particuliers qui font qu'on a cette hétérogénéité? On s'attend théoriquement qu'un traitement appliqué à une personne donnée ait le même effet que cette personne soit dans un pays ou dans un autre, ou qu'elle soit à une époque ou une autre. En effet, si on prend un exemple caricatural, décapiter quelqu'un à toute époque et dans tout pays, c'est à peu près le même résultat, la personne n'y survit pas longtemps. Là, si on donne un traitement et que l'effet du traitement change en fonction des régions et en fonction des périodes, c'est que probablement il y a quelque chose à aller chercher pour comprendre ça. Outre l'inspection visuelle avec ces chevauchements des intervalles de confiance et des effets, on peut regarder les tests statistiques d'hétérogénéité. Donc en général, dans les revues Cochrane, c'est le I carré de Higgs. On a d'autres, ça va être un Q carré. C'est à peu près les mêmes indicateurs. Il y a des petites finesses statistiques derrière, mais on n'en rentre pas dans le détail. Et
conformément à l'analyse visuelle qu'on vient de faire, on voit que l'analyse statistique montre un I carré avec une hétérogénéité de 91%, qui nous signifie que, en effet, là, on a mis ensemble torchon et serviette. Certes, les deux servent à essuyer des tâches, mais pas pareil. Donc, on aura besoin d'analyser ça. Ce qui peut expliquer ça, c'est ce qu'on vient de dire, c'est le sous-groupage des patients, vraiment la réelle similarité entre les études. Ça se trouve, il y a une étude qui a fait un traitement 2 fois plus intense qu'une autre, ça peut être une des explications. Le critère de jugement, est-ce qu'elles ont utilisé les mêmes outils d'analyse des critères de jugement? Est-ce qu'une étude a utilisé un outil un peu plus sensible ou un peu plus spécifique d'un problème? Et la qualité des études aussi, hein. Nous savons que des études de moins bonne qualité en général ramènent des effets plus importants. Donc on peut analyser tout ça. Il est possible après derrière de faire ce qu'on appelle des analyses en sensibilité. On va reprendre ces études-là et puis on va essayer de voir dans les caractéristiques de Dols, peut-être le fait qu'elle a été faite en France en 96, alors que toutes les autres études ont été faites en Asie dans les années 2000, et on va exclure les études qui sont faites en Europe dans les années 90 en disant elles ont une particularité, on les exclut et on voit si l'hétérogénéité chute en disant voilà, maintenant on a vraiment un pool, un ensemble d'études qui sont de même qualité, qui interrogent la même chose, plus consistante. Donc ça, c'est une des façons de faire avec l'analyse de sensibilité. Maintenant que nous avons vu comment analyser l'inconsistance dans les données rapportées de la revue systématique, on peut s'interroger sur comment coter ça. Et assez basiquement, comme à chaque fois, s'il n'y a pas de forte inconsistance ou hétérogénéité, on va considérer que le risque est faible et du coup on va plutôt avoir tendance à augmenter ou à conserver le niveau de confiance. Si elle est importante, on dégrade d'un niveau. Si elle nous semble très importante, on va dégrader de 2 niveaux. Donc si vraiment très écarté, vraiment plein de facteurs qui ont l'air de bon, on a mélangé trop de choses en même temps, on va dégrader. Si on voit qu'il y a juste peut-être une ou deux études, on va plutôt voir à dégrader d'un niveau, puis au besoin d'exclure l'étude en question. Ensuite vient l'évaluation du caractère indirect des données, l'indirexité pour ce néologisme. C'est de se demander combien est-ce que les résultats que j'ai retrouvés de ma revue de littérature correspondent bien à ma question de base. En effet, on peut se dire, je fais une étude sur une intervention qui est le kinésotaping, puis je me rends compte que j'ai à la fois des gens qui ont mis du tape rigide et du tape souple, j'ai différentes choses et j'ai pas forcément exactement mon intervention cible. Donc ça, c'est dans l'estimation de confiance du résultat, il va falloir que je sois prudent. On peut s'intéresser au risque de récurrence des entorses de cheville à 1 an, puis en fin de compte, on va se retrouver avec beaucoup d'études qui ont fait à 3 mois. Donc on a, encore une fois, sur le critère de jugement, un côté très indirect de l'analyse. Donc c'est ce qu'on essaye d'estimer. Dans un exemple de goélette, on a cet aspect de critères de substitution. Par exemple, on pourrait s'intéresser à des patients qui ont un infarctus du myocarde, donc c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure en haut, puis on pourrait avoir, en fin de compte, dans les études, surtout un aspect de calcification de la coronaire. Donc on sait qu'il y a une potentielle corrélation entre l'état de la coronaire et plus tard l'infarctus du myocarde, donc ça serait un assez bon critère de substitution, mais ce n'est pas vraiment le critère de l'intérêt. Donc on aurait déjà un facteur ici où si le traitement diminue la calcification coronarienne, on va dire potentiellement il a des chances d'améliorer la mortalité liée à l'infarctus du myocarde, mais c'est une supposition sur d'autres données logiques où on sait qu'il y a un lien entre les deux, mais ce n'est pas un lien direct fort. Et on pourrait même avoir un critère de jugement un peu plus faible si les études mesuraient plutôt en fin de compte le métabolisme du calcium et du phosphate qui est le métabolisme, un des métabolismes qui est mis en jeu dans la calcification des coronaires. Donc on viendrait sur quelque chose d'encore plus indirect en disant ok, ce métabolisme-là influence entre autres la calcification des coronaires qui est entre autres un facteur d'infarctus du myocarde. Donc on voit qu'on est de plus en plus en train de faire des bons et se dire ça a un effet sur ça qui a un effet sur ça, alors par conséquent ça devrait avoir un effet sur ça. Donc cette transitivité est forcément questionnable et c'est un des critères importants de dégradation aussi potentiellement de la confiance qu'on a dans les résultats.
Donc, on peut regarder s'il y a substitution sur la population. Je m'intéressais aux jeunes gens, puis en fin de compte, j'ai beaucoup d'adultes. La période d'évaluation, on a dit 1 an, 3 mois, le critère d'évaluation avec ces exemples. Donc, s'il y a encore une fois des éléments pour se dire, bah, on n'est pas exactement ce sur quoi je voulais faire une synthèse. Dans ces aspects d'indirectité, en fin de compte, ça nous amène à évaluer la qualité globale des évidences, hein, comme les autres éléments. Et on se demande toujours, entre la probabilité de l'effet, qui est la taille de l'effet observé, et la confiance de l'effet, comment je peux modérer ça. Quand les données vont être considérées de haut niveau de qualité, on va se dire très confiant dans l'effet observé et le fait que l'estimation qu'on en a via les études, l'estimation de l'effet vrai, pardon, via les études, est bon. On sait toujours qu'il y a une petite variabilité, qu'on n'approche jamais exactement l'effet vrai parce qu'il y a plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas dans une étude par rapport à juste l'effet biomédical qu'on pourrait isoler. Donc s'il n'y a pas trop d'éléments qui vont dégrader notre confiance, on va se dire plutôt haut, et puis après modéré, faible ou très faible. Et très faible, c'est à la limite en disant bah, on est très peu confiant de l'effet. Et avoir en tête que se dire j'ai une intervention qui a une taille d'effet très importante, les patients ont une augmentation de leur espérance de vie, triple leur espérance de vie, ce serait magnifique. Et on a un haut niveau de confiance, c'est la même chose que se dire j'ai une intervention qui fait gagner en fin de compte que 5% d'espérance de vie, mais toutes les données sont de bonne qualité, donc je suis certain dans l'effet de cette intervention-là. Le grade ne prend pas en considération la taille de l'effet, il prend en considération la confiance que j'ai dans cette taille de l'effet. Donc, c'est se dire aussi que si j'ai une intervention avec un faible niveau de confiance d'un gros effet, il va falloir que je relativise entre cette intervention-là, par exemple, on reprend l'exemple du kinésotaping tout à l'heure, parce que bon, c'est un des exemples qu'on a cité, je vais avoir une très faible confiance dans le fort effet observé, et puis peut-être qu'en face, on a la rééducation par renforcement musculaire des muscles de l'épaule pour les douleurs sous-acromiales. Et en fin de compte, on aura peut-être une plus petite taille d'effet, mais un plus haut niveau de confiance dedans. Donc probablement qu'on aura à discuter avec le patient, de dire bon bah je peux vous proposer ça, mais on va être très putatif, on essaye, on voit ce que ça donne, et on voit si vous êtes dans la bonne population qui répond à ça. Que ce soit par un effet vrai ou un effet placebo, on s'en fiche hein, pour le coup. Et puis, si ce n'est pas très franc, on va aller vers quelque chose où on a plus de confiance aussi en parallèle. Bon, ce qui est à peu près sûr que ça va vous améliorer un petit peu, c'est ça, on va le mettre en place et on essaie de tâtonner. Voilà peut-être une façon d'utiliser en clinique, au-delà de la recherche, les données de la recherche. Au-delà aussi le côté indirect des données, on a aussi l'imprécision qui est potentiellement qui peut arriver. On sait qu'une la taille d'échantillon influence l'effet et la confiance qu'on a dans l'effet. Les échantillons plus faibles en général ont tendance à donner des résultats plus éloignés que l'effet vrai estimé avec des plus grandes tailles d'échantillons. Aussi le nombre d'événements, si on s'intéresse à la survenue d'un événement, risque de fracture, risque de nouvelle entorse, risque de mort, quoi que ce soit. Si on est dans une population où l'effet est très très faible, et avoir une estimation de l'effet de l'intervention alors que l'événement était très rare, c'est plus difficile d'être confiant. Et ça va se manifester en général avec des grands écarts types. En disant, bon voilà, en fin de compte, l'effet qu'on estime vrai à 95%, il est dans tout là-dedans. C'est pas la même chose que de se dire il est dans un petit intervalle de confiance très resserré. Hein. Si on reprend l'exemple tout à l'heure avec le risque de mort, voilà, j'ai une chance de 300% d'améliorer l'espérance de vie, mais cette estimation va entre 10% de gain et 1000%. Bon, ça va être différent que de se dire j'ai 25% de chance d'amélioration et j'estime entre 30 et 20%. Donc, on prend en considération l'imprécision des données issues de la littérature. En lien avec cette notion d'imprécision des données, il a été proposé d'introduire un marqueur qui est la taille optimale d'information, qui serait le nombre total de patients à inclure ou inclus dans la revue,
qui permettent d'être confiant dans le fait que les puissances et les données que les études et les données que nous recevons ont une puissance forte. Pour rappel, la puissance c'est 1 moins bêta, c'est 1 moins le risque de ne pas voir un effet qui existe vraiment. Et en effet, il est possible de calculer mathématiquement cette taille de personnes nécessaire pour avoir une certaine confiance dedans. Et c'est aussi ce qu'on va retrouver dans les analyses séquentielles d'essais que je vais aborder dans une autre vidéo, qui est un outil complémentaire au grade, qui est quantitatif pour estimer la confiance qu'on a dans le fait d'avoir observé suffisamment de patients pour avoir d'un point de vue statistique assez de données pour trancher. Donc ça nous en reparlerons, mais je voulais préciser un peu ça, parce que c'est un des critères importants, toujours se dire, bah, ok, je vois un effet fort, l'étude était de bonne qualité, mais en fin de compte, elle est faite sur 50 patients pour une pathologie extrêmement fréquente comme une lombalgie, où ça touche un tiers de la population actuelle, où on se dit, bon, bah, 50 sujets sur par exemple 2 millions de Français, bon, bah, ok, mais est-ce que vraiment ces 50 sujets sont représentatifs des 2 millions? Non, donc la confiance va être minorée et l'imprécision pourrait être calculée mathématiquement. L'avant-dernier point est le biais de publication. Nous avons discuté tout à l'heure, hein, les études positives ont tendance à être plus facilement publiées que les études négatives et il y a plus de risques avec les études de petite taille d'échantillons. Donc on a besoin d'estimer ça pour estimer notre confiance dans l'effet observé. Pour ceux que cela intéresse, il est possible d'estimer la probabilité d'obtenir avec le même traitement dans une revue, au moins par hasard, un essai qui a un effet positif lié au hasard. Donc c'est cette formule-là, probabilité qui est 1 moins 1 alpha. Alpha c'est votre p-value, le seuil, pardon, pas la p-value, mais le seuil de prise de décision. Donc souvent alpha est à 0,05. Et on se rend compte que on peut avoir un risque important quand on augmente, en disant plus je veux augmenter le nombre d'essais, ici le n, forcément ce facteur-là il va augmenter, et plus je vais me rapprocher avec une probabilité forte d'avoir un problème. Donc on va avoir un risque et on se dit que on estime que les essais positifs sont 2,3 fois plus souvent publiés que les effets négatifs. Donc on dit qu'il y a déjà un risque dans les données qu'on observe. Donc pour estimer ce risque que certaines études négatives ne soient pas publiées, il a été proposé d'utiliser le funnel plot. Il y a un autre marqueur statistique que je n'ai pas rapporté ici qui résume le funnel plot. Le diagramme en entonnoir, en quoi il consiste? Il consiste à placer les études qu'on a en fonction de combien elles montrent un effet important ou faible et combien elles sont éloignées de l'effet observé. Par exemple, on pourrait avoir des études qui montrent un fort effet important et qui sont relativement proches de l'effet observé, mais toujours en faveur de l'effet. Puis on pourrait avoir ici des données qui manquent en se disant, en fin de compte, si j'ai vraiment un phénomène avec un peu de variation aléatoire, je m'attendrais à trouver une majorité des études autour de l'effet moyen que j'observe, et puis quelques études plutôt en défaveur, quelques études plutôt en faveur, mais je ne devrais pas avoir quelque chose qui est déséquilibré. Là, on a quelque chose de théoriquement très bon, mais si, en fin de compte, je n'avais que les études en vert, en me disant, là, j'ai quelque chose qui est très déséquilibré, j'ai que des études fortes avec un effet qui sont toujours dans le même sens, mais qui ne se répartissent pas de façon aléatoire, je me dis, il y a potentiellement un biais, parce que par pur hasard, je devrais avoir même des études qui montrent un effet un peu moins fort ou un peu plus fort que la moyenne. Donc on regarde qu'on ait quelque chose d'assez homogène sur le diagramme en entonnoir pour se dire qu'on a confiance. Et puis s'il manque un bout de l'entonnoir, on va dire qu'il y a potentiellement un biais de publication avec certaines données qui n'ont pas été rapportées. Et le plus souvent, c'est les données avec le moindre d'effet, les plus petites tailles d'échantillons. Donc ça, un outil graphique pour estimer ça.
L'ultime point d'évaluation proposé par le grade, c'est dire d'autres facteurs qui peuvent sembler importants. Prendre en compte l'effet dose. Nous savons, hein, il y a des traitements qui ont un effet dose. Quand on cumule l'intervention, on a un effet qui est différent, à la fois sur le critère de jugement et à la fois sur les effets secondaires. Et puis on peut avoir d'autres facteurs de confusion, d'autres paramètres qui n'ont pas été pris en compte, comme la forme galénique ou comme le temps des séances ou je ne sais trop quoi. Et puis aussi se dire quelle est l'importance de l'effet observé. Si en fin de compte on a un effet très faible ou très fort, on va estimer un peu différemment la confiance dans les résultats. Pour résumer, nous retiendrons que l'outil GRADE s'intéresse à savoir comment la qualité des données, la confiance que j'ai dans les données permet de relativiser les effets quantitatifs observés dans la revue. Ça s'intéresse à la fois aux études randomisées contrôlées et à la fois aux études observationnelles. Ça a été développé aussi pour les études diagnostiques, mais j'en ai pas parlé là, mais sur le même principe. On part d'un niveau initial fort pour les ECR, parce qu'on considère que c'est déjà des études de bon niveau de qualité méthodologique, donc on a plus de confiance. Les études observationnelles, on part d'un niveau faible. Quand on est sur un ECR, on va diminuer le niveau de confiance dans les données de l'ECR s'il y a des forts risques de biais, il y a de l'inconsistance, de l'indirexité, de l'imprécision des biais de publication. Si nous sommes sur une étude observationnelle, on va augmenter la confiance qu'on a dans l'effet rapporté dans l'étude observationnelle s'il y a un effet qui est important, s'il y a un effet dose-réponse, s'il y a des facteurs de confusion qui sont faibles et qui laissent à penser qu'on n'a pas loupé quelque chose. La conclusion sera de se dire j'ai une confiance très faible à forte ou haute dans les faits rapportés dans la littérature et ainsi je peux recommander, pas recommander ou mettre en doute mon jugement et suspendre mon jugement en disant actuellement nous n'avons pas de données qui permettent de trancher fortement dans un sens ou dans un autre. Je vous remercie pour votre attention et l'écoute de cette vidéo sur la présentation de l'outil GRADE. La vidéo était un peu plus longue que prévu, je suis désolé. J'espère qu'elle vous a permis de survoler l'ensemble des données. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel à mon adresse ousinski.thomas@gmail.com et surtout, si vous voulez rentrer plus en profondeur dans l'utilisation de cet outil, allez suivre les vidéos de l'outil, de la collaboration Cochrane sur cet outil-là qui rentre plus dans le détail que je n'ai pu le faire ici dans cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.